Bonsoir fidèles téléspectateurs de Canal Numérique TV et bienvenue dans le cadre de cette émission. Je suis très heureuse d'être là et de vous présenter la dite émission. Aujourd'hui, nous avons le privilège et l'honneur de recevoir pour vous M. Chris Mukendi, qui est le secrétaire national adjoint en charge de la propagande au sein de l'AFDC, parti cher au sénateur Bahati Lukwebo, que nous recevons sur ce plateau. Alors, je m'en vais directement lui dire bonsoir. Bonsoir, M. Chris. Bonsoir, madame. C'est une première dans cette émission. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Voilà. Alors, Monsieur Chris, nous allons parler directement de cette actualité qui est la sortie officielle de cette plateforme, l'Union Sacrée de la Nation. Donc, après la signature de la charte, nous avons aussitôt, donc assisté à la sortie de cette plateforme. Mais pour les autres, en fait, c'est long, le membre du Présidium. Alors, l'intérêt majeur, c'était la réélection du président Félix Tshisekedi au deuxième mandat. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Vous m'avez donné l'occasion ici de commencer d'abord par féliciter l'organisation, le Présidium de l'Union Sacrée, constitué des acteurs que vous connaissez, notamment les sénateurs modestes, le professeur Modeste Bahati, Christophe Mbosso, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamere, Augustin Kabouya, le Premier ministre. Donc nous tenons à les féliciter pour n'avoir pas ménagé des efforts pour la matérialisation de cette activité à laquelle la population s'est identifiée par ces nombreuses présences que nous avons eu à constater lors de cette activité, ce qui témoigne de l'adhésion de la population à la vision du chef de l'État, mais aussi l'occasion m'est accordée ici de remercier les nombreux Congolais qui ont pu répondre à cette invitation. Comme vous le savez, l'Union Sacrée a été formalisée au cours de cette rencontre au Grand Hôtel, qui a abouti à la signature de la charte. Mais il était question de pouvoir communier avec les nombreux militants qui constituent ces partis politiques signataires de l'Union Sacrée, ce qui avait poussé le leadership au sein de l'Union Sacrée de pouvoir organiser cette activité au stade de Martyrs pour que des milliers de Congolais qui voulaient prendre part à cette activité puissent nous rejoindre ici à Kinshasa. Donc ici, nous saluons cette participation nombreuse de Congolais venus de tous bords. De leur propre gré, ou bien vous les avez donné quelque chose? Parce que ça se dit dans le coulisses, selon l'opposition, vous avez eu à donner, à corrompre d'ailleurs, ces nombreuses personnes qui sont venues ces jours-là. Madame, qu'aucun Congolais ne vous mente qu'il y a des organisations politiques qui se font sans mobilisation des ressources. Il y a toujours des mobilisations des ressources. Parce que l'Union Sacrée constitue des partis qui sont au pouvoir. Ces partis politiques en interne, les membres de ces partis politiques, ces mandataires, ces ministres, cotisent chacun à hauteur de 10% de leurs émoluments, 10% de leur rémunération, ce qui fait que le parti politique vive de la contribution de ses membres. Donc il était question, lorsque vous organisez une activité de cette envergure-là, cette logistique qui devait accompagner l'activité, ce n'est pas une logistique gratuite. Mais aussi pour ne pas considérer cette adhésion populaire, pour ne pas féliciter cette mobilisation, c'est tout à fait normal pour nos amis qui sont à l'opposition de dire que non, ils ont mobilisé à coup de billets. Il n'y a aucune activité dans ces pays, que ce soit à l'opposition ou à la majorité, qui n'ait été organisée sans sortir le moindre sou. Il y a une activité de l'opposition qui va se passer le 13 ici à Kinshasa, et ils vont sortir des sous pour mobiliser les gens, pour passer le message, pour imprimer, je ne sais pas, leur fiche, pour imprimer de banderoles. Donc, il n'y a pas d'activité politique sans argent. Dire comme ça qu'on a fait sortir de l'argent, c'est vrai, on a fait sortir de l'argent, mais de l'argent qui sont sortis des caisses de partis politiques membres de l'Union Sacrée. Mais pas du trésor public, parce qu'on vous accuse d'avoir utilisé l'argent du trésor public pour organiser, voilà. Nous sommes de ceux qui prônons la bonne gouvernance à
à l'Union Sacrée. Nous prenons l'orthodoxie financière. On ne peut pas, alors que nous sommes en train de prôner l'orthodoxie financière et la bonne gouvernance, aller puiser dans la caisse de l'État pour une activité qui n'a rien à voir avec les institutions de la République. C'est une activité autonome, une activité politique qui n'a rien à voir avec le trésor public. Nous sommes organisés, ce sont des partis politiques, plus de 500 partis politiques qui composent l'Union Sacrée, qui vivent des cotisations de ses membres. L'AFDC a donné sa participation, l'UNC a donné sa part, l'EMLC a donné sa part, et ça a constitué cette cagnotte qui nous a permis d'organiser cette activité. Donc c'est un discours des faibles, un discours qui veut désorienter simplement la population, qui a adhéré à cette vision, à la grande vision qui est aujourd'hui la vision de l'Union Sacrée, dont les cheminements ou l'aboutissement, c'est d'accompagner le président Tshisekedi pour son second mandat. Alors, c'est quoi la vision majeure qui est d'accompagner, ou bien vous avez une autre vision par rapport à l'Union Sacrée? La vision de l'Union Sacrée s'étend sur tous les domaines. Okay. Domaine de la diplomatie, domaine économique, domaine social, dans tous les domaines. Voilà, donc il nous sera difficile ici de pouvoir nous étaler sur tous les domaines de l'Union Sacrée, mais c'est une vision qui est salvatrice pour la République. C'est une vision qui non seulement veut sauver la République contre l'imminent danger qui nous guette avec les agresseurs rwandais, mais c'est aussi, au-delà de cette vision-là, nous accompagnons les chefs de l'État pour son second mandat. Donc c'est une vision, comme on a dit, soyons du bon côté de l'histoire, c'est une vision qui rassemble tous les Congolais qui croient que l'émergence de ces pays est encore possible avec Félix Tshisekedi à la tête du pays. C'est vrai que nous avons vu la prolifération de partis politiques avec comme en tête de jeunes qui dirigent ce parti politique. Mais tous, ils sont à la quête du pouvoir. Ils seront en mesure, une fois que le président sera réélu, de donner, je ne sais pas moi, de sièges, ou bien ce que ce parti recherche à tous ces partis politiques qui ont adhéré à cette vision. Mais c'est cela le jeu démocratique et le jeu politique. Comme on dit, en politique, il n'y a que des intérêts, c'est vrai, mais ce sont des intérêts qui permettent à ce que la population puisse aussi se retrouver. Le chef de l'État, selon la Constitution, a droit à un second mandat, qui n'est pas automatique. Donc l'Union Sacrée aujourd'hui, c'est une machine qui permet à ce que nous puissions activer cette machine pour amener le chef de l'État à obtenir son second mandat. Mais lorsque le chef de l'État obtient son second mandat, il est clair que le parti politique qui l'accompagne dans cette quête, cette reconquête de pouvoir pour son second mandat, devrait aussi se retrouver dans le sens de la rétribution politique. Nous allons tous à la conquête. La redistribution se fera certainement en tenant compte de poids politiques que chacun pourra amené comme moisson à l'issue des élections de 2023. Donc, c'est tout à fait légitime pour des partis politiques qui accompagnent les chefs de l'État, non pas seulement parce que le président de la République, il est beau, il est charmant, parce que seulement le chef de l'État a un bon projet pour la République, mais ces partis politiques aussi, parce que la politique, c'est la conquête du pouvoir. Tshisekedi est en train de conquérir le pouvoir au plus haut sommet de l'État. Ceux qui l'accompagnent cherche aussi à conquérir le pouvoir à un certain niveau des responsabilités de l'État. Ça peut être des postes ministériels, ça peut être la députation nationale, mais tous les partis politiques, lorsqu'ils activent leur projet de société ou lorsqu'ils vont en conquête, c'est pour aller chercher les pouvoirs. C'est tout à fait légitime. Ouais. Hein, et donc, tous ceux qui accompagnent Tshisekedi aujourd'hui s'attendent à ce que lui puisse être élu à la tête du pays comme chef de l'État, mais aussi des partis politiques, parce qu'il ne dirige pas seul. Ouais. Il faut constituer une majorité parlementaire qui l'accompagne dans cette vision, et cette majorité sera constituée de partis politiques membres de l'Union Sacrée aujourd'hui. Mais quelles sont les attentes de l'AFDC, dont vous faites partie? L'AFDC, d'abord, ce n'est pas un parti qui tend la main. C'est un parti qui va à la conquête du pouvoir. On n'est pas à attendre qu'on nous donne sur un plateau. Hein. Notre démarche, c'est d'aligner le meilleur des candidats qui permettent au chef de l'État de remporter haut la main les élections et de lui permettre d'avoir une majorité parlementaire. Donc notre responsabilité en tant que parti politique, c'est d'aligner des candidats
pour lesquels la population s'identifie dans ces candidats. Parce qu'il ne faudrait pas aligner un candidat tout simplement parce qu'il y a des sièges à pourvoir, pas du tout. Nous alignons des candidats qui ont un ancrage dans le pays, un ancrage dans leur territoire pour permettre au chef de l'État d'avoir effectivement sa majorité. Alors aujourd'hui, il y a une très grande question que se pose la population, celle de savoir, vous n'allez pas vous disloguer plus tard, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de partis politiques qui font partie de l'Union Sacrée. Est-ce que vous serez toujours ensemble, ou bien au moment venu, il y aura... je ne peux pas parler pour le compte des autres, mais on sait que nous concerne. Mais parce que vous êtes ensemble aujourd'hui. On sait que nous concerne. Voilà, je parle de nous parce que FDC, je peux parler de nous parce que je connais la philosophie, je connais des orientations de mon parti politique. Ce qui est clair, c'est que nous sommes avec Félix Tshisekedi jusqu'en 2028. Pardon, 2028. Nous l'FDC, dans l'hypothèse où le chef de l'État remporte les élections de 2023, nous l'accompagnons jusqu'en 2028. Mais pour les autres, je ne peux pas m'ériger en leur porte-parole, mais je dis en politique, tout peut arriver, surtout dans les périodes préélectorales. Il y a plusieurs mutations politiques, il y a des camps qui se fragilisent au détriment d'un autre camp, il y a aussi ceux qui quittent les camps de la majorité pour aller vers les camps de l'opposition. C'est cela. Les jeux politiques dans le pays, et ça se passe toujours comme ça en période préélectorale. Donc, je ne voudrais pas ici me faire des illusions pour dire que nous sommes un groupe compact qui ne va pas connaître des défections, pas du tout. Je ne suis pas dans cette perspective-là, mais j'ai dit, en ce qui nous concerne, nous, AFDC, nous sommes avec le chef de l'État, nous l'accompagnons pour son second mandat jusqu'en 2028. C'est parmi les objectifs majeurs que vous poursuivez au sein de l'AFDC. Il y a d'autres objectifs en dehors d'accompagner le chef de l'État? Non, mais en dehors d'accompagner le chef de l'État, nous constituons une force au sein de sa famille politique aujourd'hui, une force qui lui permet d'avoir une majorité lui permettant d'appliquer son programme de gouvernement. L'importance d'avoir une majorité parlementaire, c'est d'apporter aussi des réformes. Vous avez vu avec la coalition FCC-CACH la difficulté que le chef de l'État a eu à faire passer certaines réformes. C'est parce qu'il y avait des gens qui étaient dans cette majorité, mais qui continuaient à faire allégeance à l'ancien président de la République et à sa famille politique, alors que le pouvoir avait changé de camp. Donc, le rôle que nous aurons à jouer dans cette majorité parlementaire, c'est d'accompagner cette vision qui sera entérinée à l'Assemblée nationale lors de l'investiture du gouvernement. Et nous serons non pas comme des spectateurs, mais comme partie prenante déjà dans ces gouvernements à l'issue des élections de 2023. Donc, ça ne sera plus les programmes du chef de l'État seul, ça sera les programmes d'une majorité qui l'accompagne pour la matérialisation de cette vision qui permet aux Congolais de se sentir mieux dans leur pays. Voilà, M. Chris Mukendi, merci, mais on va continuer. Il y a quand même d'autres questions de la part de téléspectateurs qui nous suivent dans le coulisses. Ils disent toujours dans le même cadre d'idées, il paraîtrait que c'est comme si le FDC n'est pas du tout à l'aise quand vos membres sont tirés pour d'autres formations politiques, toujours dans l'Union Sacrée. En fait, lorsque nous avons décidé de faire la politique, nous ne nous étions pas fait des illusions. Ce n'est pas... les politiciens, ce ne sont pas des enfants de cœur. Donc, des défections dans des familles politiques, ça arrive. Et il n'y a aucun parti politique qui n'a connu autant de défections comme l'UDPS. Donc, lorsque nous avons accepté de faire la politique, nous avons déjà intériorisé cette donne-là dans notre fonctionnement. Nous savions qu'il y aura des défections, nous savions qu'il y aura des départs, nous savions qu'il y aura des diabolisations, nous savions qu'il y aura donc voilà, de la trahison. Donc un acteur politique averti s'est fait déjà tous ces genres de scénarios lorsque il décide de faire la politique. Donc, ce qui arrive à la FDC aujourd'hui, notamment des cas de trahison de ceux qui étaient présentés sur les listes FDC à qui aujourd'hui se comportent en fille ingrate ou en fils ingrat, cela ne nous étonne pas, dans la mesure où déjà, lorsque nous avons décidé de faire la politique, c'est une donne que nous avons intériorisée. Donc, ce qui est important pour nous, c'est de poursuivre notre lutte. Nous avons
nos objectifs à atteindre et on ne se laisse pas, en tout cas, désorienter par la mauvaise foi des uns et des autres, hein, qui en réalité font croire aux chefs de l'État qu'ils sont loyaux ou loyales, mais en réalité, s'ils ont trahi la personne qui leur a présenté comme ministre aujourd'hui, c'est clair que c'est lui qui les nomme demain. Hein, ces mêmes personnes pourront aussi les trahir demain. Donc, on ne va pas faire de procès hein, aux gens, comme j'ai eu à le dire. C'est la réalité politique. Donc, vous êtes tolérant, vous n'allez pas faire de procès. Non, c'est ça aussi. Le cœur, l'âme d'homme d'État, c'est d'accepter des trahisons, c'est d'accepter la traîtrise, c'est d'accepter des défections. Hein, mais on reste focus sur notre objectif. Vous savez, parfois, c'est Dieu aussi qui permet à ce que vous ne puissiez pas aller très loin avec de mauvaises personnes. Il permet à ce que certaines choses arrivent pour que vous puissiez être émondés. Hein. Donc, aujourd'hui, nous considérons que l'AFDC est en train d'être émondée hein, et ça nous permet de tirer des bonnes leçons pour l'avenir. Que diriez-vous par rapport à l'insécurité à l'est du pays et le repositionnement du M23? Est-ce qu'il y aura toujours élection en 2023? Élection en 2023, c'est la volonté, c'est le vœu exprimé par le chef de l'État, mais aussi par l'ensemble des acteurs de l'Union sacrée. Parce qu'il y a cette réalité qui s'impose hein, de nos jours. Et lors de notre meeting du stade, vous avez écouté le patriarche Mbosso qui avait dit qu'il y a élection, effectivement. Donc, je ne peux pas, moi, aller à l'encontre de cette vision globale de l'Union sacrée qui veut que les élections se tiennent dans les délais. Mais aussi, dans l'exécution de son calendrier, nulle part nous avons vu la CENI connaître des ruptures dans les étapes prévues dans son calendrier. Donc je considère que la prochaine étape qui sera exécutée, c'est le projet de loi sur la répartition des sièges à l'Assemblée nationale au cours de la session actuelle. En ce qui concerne l'insécurité à l'Est, le gouvernement de la République ne ménage aucun effort pour rétablir la paix, instaurer la paix dans la partie est de la République. Et nous croyons que la paix sera effectivement rétablie pour permettre à ce que nos frères qui sont de l'Est puissent également prendre part à ces élections. C'est une manière pour nous. Vous ne pouvez pas, vous, au sein de l'AFDC, proposer des mécanismes et des stratégies qu'on peut mettre en place pour mettre finalement terme à cette guerre, à ce massacre. Les réponses se trouvent au niveau du gouvernement. Les réponses aux problèmes ou aux attentes de la population ne se trouvent pas en dehors des institutions. Les réponses, c'est au sein des institutions, à l'Assemblée nationale, qui avait pris la résolution, par exemple, de ne plus procéder au mixage et à l'intégration de M23 au sein de notre armée. C'est à ce niveau-là que se prennent des décisions. Au niveau du gouvernement aussi, cette décision a été implémentée et le gouvernement travaille dans le sens de pouvoir ramener la paix. Les chefs de l'État, en signant des accords avec l'EAC, c'était dans le seul but de pouvoir ramener la paix dans le pays. Donc je crois, c'est à ce niveau-là que se trouvent des réponses et je crois, hein, par solidarité à nos frères de l'Est, on ne doit plus vivre l'expérience qu'on a connue en 2018 d'aller aux élections en sacrifiant une partie de notre territoire. Et c'est un mauvais message que nous lançons à nos frères de l'Est, comme si ils ne comptaient pas pour nous et que la République pouvait évoluer sans eux. Donc c'est une erreur monumentale que de croire qu'on peut aller aux élections aujourd'hui sans nos frères de l'Est. Donc il faut leur témoigner notre solidarité et que cette partie du territoire appartient effectivement au Congo et procéder autrement, c'est lancer un message de démobilisation, un message que cette partie de notre territoire ne nous appartient pas. Raison pour laquelle les gens se posent cette question de savoir réellement s'il y aura élection par rapport à ce qui se passe à l'Est. Mais justement, donc, voilà, vous revenez, justement, j'en reviens pour dire, les gens se posaient cette question, est-ce qu'il y aura élection alors que le M23 se trouve sur notre territoire? Le discours de l'opposition est tellement dynamique qu'aujourd'hui, on ne parle plus de la présence de ces troupes dans les territoires congolais, on parle aujourd'hui de cette incapacité d'aller aux élections parce qu'il se trouve dans notre territoire les forces régionales. Et pense déjà au glissement et voilà. Entre la présence des forces régionales dans notre territoire et la présence des ennemis sur notre territoire, qu'est-ce qui est plus important? C'est là la vraie question. Parce que les forces régionales ne sont pas venues de leur propre gré. Ils sont venus sur invitation de la République démocratique du Congo pour mettre fin à cette problématique de l'insécurité à l'Est. Les chefs de l'État déjà avaient annoncé que on allait avec
pour la question de l'insécurité à l'Est, on avait deux démarches. La démarche diplomatique et la démarche militaire. Si la démarche diplomatique a permis à ce que l'EAC puisse venir dans notre territoire pour nous éviter les carnages humains et éviter des dommages collatéraux, je crois que c'était la meilleure des options en ce moment-là. Maintenant, il faut déterminer les timings de la présence de forces de EAC sur notre territoire parce qu'ils ne sont pas venus pour s'éterniser au Congo. Ils sont venus pour une période bien donnée et bien précise. Au terme de cette échéance-là, ils vont partir et ça permettra à ce que nous puissions effectivement avoir les élections dans le pays, mais aussi dans les délais prévus. Votre avis par rapport à l'OIF qui propose d'auditer les fichiers électoraux de la CENI, mais certaines ONG et partis politiques sont contre cette démarche. Votre avis? Je partage leur avis parce que, comme vous savez, l'OIF aujourd'hui est chapeautée par une Rwandaise. Une Rwandaise qui ne va pas à l'encontre de la politique du Rwanda, mais aussi parce que nous sommes en conflit avec le Rwanda en ce moment. Je ne peux pas comprendre que le Rwanda puisse auditer notre fichier électoral. Ça veut dire que s'ils auditent le fichier, ils auront accès aux informations sur les Congolais. Ils auront accès aussi, ils peuvent prendre les supports, notre support électoral par des USB, mais aussi les trafiquer. Il est fort possible que, en faisant l'audit du fichier par l'OIF, qu'on puisse nous trafiquer, qu'on puisse nous pirater. Je dis, au vu de la sensibilité de la situation actuelle avec le Rwanda, cette démarche-là, moi, je ne la partage pas. C'est vrai que l'OIF, ce n'est pas la première fois que l'OIF audite les fichiers électoraux au Congo. Ils ont eu à auditer les fichiers, je crois, en 2017, avant les élections de 2018, c'est de leur prérogative. Mais j'ai dit, compte tenu de la situation sensible que la RDC est en train de vivre actuellement avec le Rwanda, moi je préconise un audit en interne avec les Congolais, qui nécessitera c'est que les plateformes qui compétissent à ces élections puissent déléguer leurs membres. Par exemple, la CENI peut demander à la MOCA d'envoyer leurs experts, au FCC d'envoyer leurs experts, à l'Union Sacrée d'envoyer leurs experts et de les faire en interne. Parce que c'est une question de souveraineté, on ne doit pas mettre à la place publique, surtout pas en face de notre ennemi qui est le Rwanda, des données aussi sensibles comme des données électorales. Vous êtes au courant qu'il y a eu rencontre des opposants à Lubumbashi, donc Sisanga, Faïlou, Katumbi, et ils projettent une marche. Et l'Union Sacrée n'a pas peur de cette marche qu'ils vont d'ailleurs instituer. Non, mais cela démontre simplement qu'il y a une démocratie au Congo qui respire très bien. Lorsqu'on laisse les opposants tenir leurs activités en toute liberté sans être inquiétés et qui projettent de marche dans les pays sans que cette demande ne soit refusée par le pouvoir, je me dis, nous sommes réellement dans un état de droit et dans un état démocratique. Il revient à chaque camp de s'organiser. Si l'opposition pense qu'elle peut s'organiser pour désigner un candidat qui fera face à notre candidat de l'Union Sacrée, libre à eux de pouvoir proposer le candidat. Donc, mais je me dis, je ne vois aucun candidat dans les camps de l'opposition qui pourrait battre les candidats de l'Union Sacrée. Donc vous êtes sûr de l'union sacrée, de votre force, de cette union? Vous êtes tellement sûr de vous et vous pensez que le peuple est derrière vous? Non, mais effectivement, vous savez, déjà en 2018, Tshisekedi est allé aux élections, il était seul dans son camp. Mais aujourd'hui, les camps de Tshisekedi a été consolidés par la présence de Bemba. Les camps de Tshisekedi a été consolidés par la présence de Bahati, qui n'était pas avec Tshisekedi en 2018. Ces camps ont été consolidés avec tous les autres, les Julien Paluku, les Jean-Lucien Boussa, tous ces leaders qui sont en réalité des leaders dans leur province aussi. Lorsque vous prenez par exemple Jean-Pierre Bemba et toute la partie Équateur avec les Guiloando, ça veut dire que toute l'Équateur est aujourd'hui acquise à Tshisekedi, parce que leur leader naturel est connu. Lorsque vous prenez la partie de Bandundu là-bas, les leaders sont connus. Donc, quand je remarque la manière dont, d'abord, le présidium de l'Union Sacrée est constitué, je me dis,
c'est un présidium qui permet déjà demain à ce que Tshisekedi puisse être réélu sans difficulté. Alors, Monsieur Chris Mukendi, c'est vrai que vous êtes jeune. Aujourd'hui, on a vu des jeunes prendre conscience et la plupart sont dans des partis politiques. Alors, pensez-vous que prochainement, on laissera aux jeunes diriger cette chose publique? Parce que nous voyons que le même visage qui revient, les gens qui ont eu à travailler avec Mouzé, qui ont eu à travailler avec Joseph Kabila, qui ont eu à travailler avec d'autres régimes, revenir toujours sur le marché. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, on laissera la place aux jeunes de diriger la chose publique? Non, mais ce n'est pas un cadeau qu'on donne aux jeunes. Les jeunes devraient s'engager eux-mêmes, devraient aller compétir. Et devraient aller conquérir le pouvoir. De quelle manière? Parce qu'ils sont déjà dans des partis politiques. Non, mais justement, déjà en présentant leur candidature, eux-mêmes, et lorsqu'on dit que le Congo est constitué de pratiquement 60% des jeunes, ça veut dire qu'au sein de nos institutions, on devrait trouver 60% des jeunes. Exactement. Ce qui n'est pas le cas. Donc ça veut dire qu'à un certain moment, les jeunes eux-mêmes décident de voter pour les non-jeunes, s'il faut les dire ainsi. Donc tout dépend de l'engagement des jeunes, qui sont d'abord acteurs eux-mêmes, mais des jeunes qui sont aussi électeurs. L'Assemblée nationale ne pourra être que la représentation de ce qu'aura voulu la jeunesse qui s'engage en politique aujourd'hui. Les jeunes qui votent, comment expliquer par exemple qu'un jeune de 18 ans, de 20 ans puisse voter un papa de 5 ans, un papa de 60 ans? Donc ça veut dire que l'engagement part déjà à ce niveau-là. Si les jeunes sont conscientisés, si les jeunes veulent prendre leur destin en main, il leur revient aujourd'hui de pouvoir se déterminer en rapport avec les échéances électorales qui arrivent dans les pays. Donc, comme je dis, ce n'est pas un cadeau que des leaders politiques vont faire aux jeunes, mais ça sera la détermination de cette jeunesse-là qui est d'abord électeur, mais aussi hormis la détermination, il faudra avoir les moyens. Mais ces jeunes n'ont pas vraiment ces moyens comme ces autres politiciens qui ont déjà eu à travailler. Non, mais ces jeunes, d'abord, comment ça se passe au sein des partis politiques? Les partis politiques qui sont organisés prennent en charge déjà la caution des candidats. Il y a des partis politiques où aucun candidat ne débourse de l'argent pour payer sa candidature. Donc, les jeunes devraient aller vers ces partis politiques-là qui les prend d'abord en charge en termes de caution des candidats, mais aussi ces jeunes devraient avoir eux-mêmes de l'ancrage. Il ne suffit pas d'être jeune, il suffit aussi d'avoir un ancrage, mais aussi d'arrêter des stratégies qui vous permettent de gagner. Parce que tous ceux qui sont élus ne sont pas élus tout simplement parce qu'ils ont des moyens. Certains n'avaient pas de moyens pour être candidats, mais ils sont... Pour battre campagne. Ils n'avaient pas de moyens, mais ils ont arrêté des stratégies de proximité qui leur ont permis d'être à l'Assemblée nationale. Donc, avec $500, il y a des gens avec un minimum. Certains peuvent aussi s'organiser pour battre campagne, mais il suffit déjà au départ d'avoir un ancrage. Être dans des associations, si vous êtes membre des églises, vous avez évolué longtemps avec des amis dans des associations culturelles, sportives, des associations sportives, donc ça constitue pour vous déjà une base qui vous permet de pouvoir compter sur elle. Et c'est cette base-là qui vous permettra d'aller battre campagne demain et présenter votre vision en tant que jeune. Donc j'ai dit, ce n'est pas seulement l'argent qui fait gagner, mais c'est aussi des stratégies politiques, mais aussi l'ancrage que ces jeunes ont au sein de leur société. Alors, qu'est-ce que vous remarquez sur 100% de jeunes? La plupart sont responsables maintenant. Ils ont déjà pris conscience qu'il ne faudrait pas qu'on nous utilise à chaque fois, qu'il faudrait descendre sur terrain, qu'il faudrait défendre les intérêts des politiciens. Donc, on doit aussi penser à nous. Non, mais c'est très bien, cette conscience-là, cette prise de conscience collective des jeunes. Mais je me dis, quelles sont les vraies motivations aussi? La plupart des jeunes s'élancent simplement à cause de la convoitise, parce que le message qui a été lancé par notre classe politique, c'est que pour être bien dans le pays, il faut faire la politique. C'est comme ça que tous les autres secteurs de la vie nationale sont négligés. Exactement. Le médecin abandonne la bistourie, l'avocat abandonne la toge, l'électricien abandonne son testeur. Tout le monde veut faire de la politique parce que nous avons lancé un mauvais message auprès des jeunes que pour être bien dans la vie, il faut, pour émerger, pour avoir une maison, pour avoir une voiture, il faut faire la politique. Voilà pourquoi nous avons une qualité aussi
médiocre des jeunes qui viennent en politique. Vous avez aujourd'hui des jeunes qui viennent faire la politique, mais qui ne connaissent même pas une disposition de la Constitution, malheureusement. Hein? Il y a des jeunes qui viennent faire la politique tout simplement parce qu'ils ont été chantés par des musiciens. Hein? On l'a chanté par Kofi, on l'a chanté par JB. Il s'est dit, ok, mon nom est connu par plusieurs Congolais, c'est une occasion pour moi d'aller à l'Assemblée nationale. Mais sans vision, sans aucune perspective pour les Congolais. Donc voilà. Mais il faut maintenant que ces jeunes qui viennent par vocation. Non pas par juste les goûts du lucre. Hein? Ils doivent venir parce qu'ils ont un projet, parce qu'ils sont vraiment nationalistes, ils sont patriotes, ils veulent apporter de l'eau au moulin. Hein? Moi, j'encourage tous ces jeunes-là à venir faire la politique, mais aussi à se mettre à niveau. Il ne suffit pas d'être député, mais c'est une lourde responsabilité que d'être député. Je me dis, si vous nous donnez un bon parlement, nous aurons un bon pays demain. Parce que avec les systèmes que nous avons, c'est un système semi-présidentiel où le gros du pouvoir se trouve à l'Assemblée nationale. C'est là que se passent toutes les réformes qui peuvent développer les pays. C'est là que tout se décide. Donc, il ne suffit pas d'avoir un bon président, parce que vous pouvez avoir un bon président qui est bloqué par l'Assemblée nationale, qui ne comprend pas la vision du président. Donc, il faut avoir une Assemblée nationale qui vous permet d'implémenter le programme du gouvernement et qui ne sera pas là pour barrer la route à la vision que le chef de l'État pourrait avoir demain pour la République. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Bon, je parle plus de l'AFDC maintenant. C'est vrai que vous faites partie de l'Union sacrée, mais il y a un sérieux problème de nos jours et surtout par rapport à cette réalité que vit la population à Kinshasa. Donc, voilà, il y a un problème sérieux d'électricité, il y a un problème sérieux d'eau, il y a un problème sérieux concernant le panier de la ménagère. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors, cette population se dit, ben, c'est vrai qu'il y aura, voilà, le président a vraiment de la chance de faire un second mandat, mais par rapport à la vie sociale de Congolais, est-ce qu'il y aura un changement ou bien il faudrait qu'on lui donne encore plus de 15 ans pour qu'il y ait un changement palpable? La vérité, c'est que les changements est un processus. Les changements ne se décrètent pas. Les changements, c'est le fruit d'un travail échelonné sur des délais à court terme, à moyen terme et à long terme. Il y a des projets dans le gouvernement qui sont des projets à court terme où on peut comprendre les projets à court terme, c'est entre 0 et 1 année, les gouvernements s'activent à les faire. Il y a des projets du gouvernement qui sont de moyen terme, hein, à moyen terme, entre 1 année et 5 ans. Et il y a aussi des projets du gouvernement à long terme, 5 ans jusqu'au-delà. Ça veut dire que là, ça va au-delà du mandat du chef de l'État. Mais en ce qui concerne le projet à court terme, il est clair que le chef de l'État, mettant en place les projets à court terme, il a activé beaucoup de choses, notamment la gratuité de l'enseignement, qui a pris en charge... Qui pose problème de nos jours? Non, non, pas du tout. La gratuité ne pose aucun problème au jour d'aujourd'hui. Monsieur Chris, vous au jour d'aujourd'hui, la vérité, c'est que il faut parler en termes de la qualité. On peut justement, en termes de qualité, on peut constater qu'il y a eu, par exemple, des surpopulations dans les salles de classe, mais... Et non-paiement d'ailleurs de... Depuis les jours où la gratuité a été décrétée et aujourd'hui, il y a eu beaucoup des efforts qui ont été menés dans le sens de la construction des infrastructures qui absorbent cette surpopulation des élèves, hein, dans les salles de classe, mais aussi dans la prise en charge des enseignants. Il y a plus de des milliers d'enseignants qui n'étaient pas à l'époque mécanisés, hein, qui n'étaient pas pris en charge. Hein. Aujourd'hui, ils sont pris en charge, plus de 77 000 enseignants sont pris en charge aujourd'hui dans le cadre de la gratuité de l'enseignement. Ce sont des efforts qui sont fournis par le gouvernement. Hein. Plusieurs efforts sont déployés avec le développement, le programme de développement de 145 territoires. Ça se passe à travers tous les pays et tous les pays est devenu poussiéreux grâce à ces programmes-là. J'ai dit, il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis, et comme vous avez à le dire vous-même, hein, Paris n'a pas été construit en un jour, hein, il y a des efforts qui sont menés. Nous reconnaissons
la difficulté qu'il y a dans le pays. Nous reconnaissons la souffrance du peuple congolais, mais il faut reconnaître aussi qu'il y a des efforts qui sont menés au niveau du gouvernement pour alléger tant soit peu cette douleur et cette souffrance du peuple congolais. Mais ces efforts-là doivent être palpables parce qu'aujourd'hui, il y a eu l'IGF qui est mis en place, mais nous remarquons qu'il y a toujours cette corruption qui a vraiment pris une très grande place à tous les niveaux, au ministère, dans des institutions et ainsi de suite. Mais comme on dit, les mauvaises habitudes ont la peau dure. Mais déjà, il faut saluer. Il faudrait qu'il y ait sanctions. Mais justement, c'est là que je vais en venir. Il faut d'abord commencer par saluer le travail effectué par l'IGF. L'IGF dont on parle aujourd'hui, certains pensent que c'est une invention de Tshisekedi, alors que l'IGF est créé depuis 1987. Ouais. Donc, au jour d'aujourd'hui, l'IGF a plus de 33 ans d'existence. Mais tous les longs du régime passé, on n'a pas entendu parler de l'IGF. Mais Tshisekedi, quand il arrive au pouvoir, il dit on doit activer l'IGF parce que c'est un instrument qui nous permet de mobiliser les gros des recettes dans le pays et d'atteindre le niveau le plus élevé de notre budget. Aujourd'hui, la mobilisation des recettes publiques va jusqu'à plus de 15 milliards de dollars. Voilà. Il faut maintenant que le travail que l'IGF fait soit relayé par la justice. Malheureusement, à ce niveau-là, le chef de l'État lui-même a eu à reconnaître que notre justice traînait encore les pieds alors que l'IGF fait un travail extraordinaire, applaudi par tous les Congolais. Mais pourquoi donc c'est à ce niveau-là. Mais justement, c'est au nom du principe de la séparation des pouvoirs. Parce que le chef de l'État ne peut pas s'y mixer dans la justice. Comme j'ai dit, les mauvaises habitudes ont la peau dure. Vous avez des magistrats qui étaient habitués pendant autant d'années à la corruption, à l'injustice. Lorsque Tshisekedi arrive aujourd'hui, il est clair que les choses, excusez-moi, ne vont pas changer par le coup d'un bâton magique. Il faut qu'il y ait des réformes au niveau de l'Assemblée nationale qui permettent effectivement à ce que cette justice puisse être une justice fiable, une justice en tout cas qui procure plus de la confiance au peuple congolais lorsque vous êtes appelé devant la justice. Et que vous y allez en toute sérénité, sachant que la justice sera réellement dite. Donc, le travail reste à faire à ce niveau-là, comme j'ai toujours eu à le dire. Les gros restent à faire à ce niveau-là, au niveau de la justice, qui tâtonne encore une justice qui sort de son emprisonnement, mais dont la vie n'a pas encore repris effectivement. Bon, ok. Alors, M. Chris Mukendi, nous tendons petit à petit vers la fin, mais est-ce qu'il y a un mot d'encouragement à l'endroit de cette jeunesse congolaise qui n'ont plus d'espoir? Vous-même, vous l'avez dit, mais c'est de la faute aux politiciens que vous êtes. Pourquoi? Parce que dans la tête de jeunes aujourd'hui, pour réussir dans la vie, il faudrait être dans le parti politique, faire la politique. Et vous oubliez qu'il faudrait faire une campagne de sensibilisation, dire à cette jeunesse congolaise de se prendre en charge, j'allais dire, ou bien se lancer dans l'entrepreneuriat, ainsi de suite. Vous, en tant que jeune, c'est vrai, vous avez eu cette chance-là d'émerger, d'évoluer dans un parti politique de la place. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à ces autres jeunes? Mais vous l'avez dit dans vos propos, vous avez parlé de l'entrepreneuriat, mais aussi l'entrepreneuriat, ce n'est pas l'apanage de tous les Congolais. Mais je crois qu'au niveau du gouvernement, il y a des mécanismes qui sont mis en place pour accompagner les jeunes entrepreneurs dans leur vision, dans leur perspective. Mais au-delà de cela, cette jeunesse aussi doit être une jeunesse de qualité. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la jeunesse, mais est-ce que nous sommes réellement une jeunesse de qualité pour prétendre demain apporter notre pierre à l'édifice? C'est une très bonne question. Vous pouvez répondre à cette question. C'est de la faute à qui? Non, j'ai dit... De la faute incombe aux parents, à l'État, parce que les responsabilités sont partagées. Mais justement, vous savez, nous sommes un État continuel. Ça veut dire qu'il y a des efforts qui devraient être consentis par le régime précédent, qui n'a peut-être pas été fait. Et aujourd'hui, le régime actuel hérite de la faiblesse, de l'inaction de ceux qui étaient au pouvoir hier. Donc, le travail, il est énorme aujourd'hui et je pense que les chefs de l'État, avec son gouvernement, sont conscients des enjeux et des défis
auxquels les jeunes sont confrontés aujourd'hui, et avec son gouvernement, ils y travaillent. Déjà, lorsque les chefs de l'État, dans toutes les nominations qu'il arrive à faire, il place les jeunes, ça veut dire qu'il compte sur la jeunesse. Et mais cette jeunesse-là ne doit pas être aussi une jeunesse qui vient simplement pour jouir. On doit être une jeunesse qui apporte effectivement de l'espoir, qui apporte un son nouveau dans la manière de faire de la politique pour, en tout cas, essayer d'améliorer les conditions de tout notre peuple. Voilà, un mot de la fin pour cette émission. C'est vrai que ce ne sera pas la toute première ou la dernière fois, on aura toujours à faire appel à vous. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire pour finir? Quelque chose qu'on n'a pas dit. Et si jeunesse pouvait, j'ai beaucoup aimé les concepts. Je crois que notre jeunesse peut effectivement. Notre jeunesse peut. Il suffit d'un peu plus d'engagement et de détermination. On peut changer les choses dans notre pays. Ok, merci beaucoup à vous, M. Chris Mukendi, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous signale, fidèles téléspectateurs, que nous avons eu l'honneur de recevoir pour vous M. Chris Mukendi, qui est le secrétaire national adjoint en charge de la propagande au sein de l'AFDC, parti cher au sénateur Bahati Lukwebo. Donc voilà, merci à vous d'avoir répondu à cette invitation. Merci également à la grande équipe technique. La rediffusion de cette émission est prise lundi à partir de 2h30. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur Canal Numérique Télévision. Un clin d'œil spécial à M. Joe Cortez qui nous assiste, et puis à monsieur, comment il s'appelle son nom, franchement, le communicateur de... Armand Moukolo. Voilà, comment? Armand Moukolo. Voilà, merci beaucoup, monsieur Armand. Donc voilà, alors on se dit déjà au revoir et à la prochaine.